Bonjour à tous et à toutes. Je commencerai par remercier bien sûr la Coréade d'avoir organisé cette journée. Et puis effectivement, vous l'avez dit, elle est couplée demain avec la journée du RESPAD sur les lieux de santé sans tabac. Donc peut-être certains parmi vous resteront aux deux journées. C'est mon cas en tout cas. Et donc merci pour cette belle synergie sur l'organisation de ces deux journées. Merci aussi bien sûr à tous les intervenants et aux participants et aux personnes qui interviendront donc dans ces deux jours. Je serai pas très long, je voulais juste dire quelques mots sur où en est l'épidémie de tabac en France et puis du coup comment les politiques publiques agissent sur cette épidémie. À la fois au niveau national et puis plus peut-être en précisant ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine et un peu quelles sont les perspectives par rapport à cette lutte anti-tabac. Vous l'avez peut-être vu passer pendant l'été, l'OMS a rendu un rapport sur la situation mondiale par rapport à l'épidémie de tabac qui fait 8 millions de morts par an au niveau du monde et donc l'OMS disait toutefois que l'adoption des mesures de lutte anti-tabac recommandées par elle gagnait du terrain puisque par rapport à 2007, le nombre de personnes couvertes au moins par une mesure de lutte anti-tabac recommandée par l'OMS avait plus que quintuplé et aujourd'hui 5,3 milliards de personnes sont désormais couvertes par au moins une de ces mesures. C'est le plan qui s'appelle M-Power et qui comporte 6 mesures et je vais les citer, vous verrez qu'elles ont eu un impact en France. La première, c'est surveiller la consommation de tabac et les mesures de prévention, protéger la population contre la fumée du tabac, proposer une aide pour arrêter de fumer, alerter contre les dangers du tabac, appliquer des interdictions de publicité, de promotion et de parrainage et augmenter les taxes sur le tabac. En France, la prévalence du tabagisme a diminué ces dernières années, passant de 28,5% de fumeurs quotidiens en 2014 à 24% en 2019. En 2017, la région Nouvelle-Aquitaine comptait 1,1 million de fumeurs sur 6 millions d'habitants, âgés de 18 à 75 ans, avec une prévalence de fumeurs quotidiens de 28,1%, alors qu'elle était de 29,9% en 2014. Ces chiffres sont précieux, on les a que depuis cette décennie en fait, les données de prévalence régionale qui permettent de voir l'évolution nationale et puis aussi de voir comment ça se passe au niveau des régions. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne nationale par rapport au taux de consommation quotidien qui reste très élevé, 28% sur la dernière mesure. Mais toutefois, on observait une pente favorable. Alors on avait écrit pour Santé publique France l'édito du bulletin de santé publique Nouvelle-Aquitaine tabac en février et on avait écrit, j'avais écrit que cette baisse tendancielle allait se poursuivre comme ça, mais parce que finalement les fondements de cette baisse étaient solides par rapport à l'augmentation des taxes, du prix du tabac, par rapport je pense aussi à l'esprit de dénormalisation de l'usage, notamment dans les populations les plus jeunes. Néanmoins, et je crois que je vais pas déflorer le sujet parce que André Nguyen va en parler, mais la crise sanitaire a marqué un petit temps d'arrêt, a marqué un temps d'arrêt, on le voit dans les données de Santé publique France l'année dernière avec notamment pendant les périodes de confinement, du stress et des consommations qui sont reparties à la hausse dans la plupart des catégories, avec même un retour un peu sur un gradient social qui faisait que les populations les plus fragiles fumaient plus. Alors Santé publique France dit que c'est pas encore structurel et que ça reste encore difficilement analysable. Alors je sais plus leur terme, mais voilà, ce n'est pas significatif encore. Il faut voir comment ça va. Est-ce que c'était vraiment conjoncturel, lié au stress de l'année dernière, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut venir contrecarrer cette baisse j'allais dire pluridécennale, mais dans le temps du taux de consommation, on le sait pas encore à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est que
avec des taux de consommation chez l'adulte de plus de 25%, on est quand même sur un nombre très élevé de fumeurs encore en France quand on le compare à d'autres pays qui ont un peu les mêmes structures. Face à cette situation tendanciellement favorable mais freinée, et donc un peu stoppée par la crise Covid et notamment les confinements, l'action publique poursuit ses actions de lutte contre le tabagisme. Le cadre national, c'est le plan national de lutte contre le tabac 2018-2022 qui a vraisemblablement contribué à cette baisse inédite depuis le début des années 2000. Et donc en 2020, on peut considérer qu'une partie des mesures phares de ce plan ont été mises en place avec le paquet de cigarettes qui a atteint 10 €, le remboursement à 65% par l'assurance maladie de traitement nicotinique de substitution sur ordonnance, comme n'importe quel médicament, mesures qui ont montré leur efficacité pour réduire le tabagisme. Et donc on est toujours aujourd'hui sur l'objectif d'une première génération sans tabac à l'horizon 2030, qui a été réaffirmé lors du lancement de la stratégie décennale de lutte contre le cancer par le gouvernement et par l'INCa en fin d'année dernière, début de cette année. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS soutient les dynamiques d'acteurs autour de 3 priorités, déclinant les priorités du plan national de lutte contre le tabagisme. La première, c'est protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabagisme, ainsi qu'éviter ou retarder l'entrée dans les consommations d'autres substances psychoactives. Et c'est à ce titre qu'on soutient un certain nombre d'interventions en partenariat avec l'assurance maladie qui a mené un appel à projet cette année avec l'éducation nationale pour déployer des programmes de compétences psychosociales dans les établissements scolaires, pour développer des programmes aussi probants dans les centres de formation d'apprentis, pour avoir une action qu'on essaye généralisée de monter en compétence des enfants pour qu'ils soient aussi en capacité de faire des choix favorables à leur santé quand ils seront confrontés à des consommations autour d'eux. Et donc ils auront leurs premières expérimentations et leur entrée dans la carrière ou non de fumeurs. Le deuxième axe, c'est aider les fumeurs à s'arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de substances psychoactives. C'est un bras important puisque ce débat-là existe, mais c'est vrai que si on augmente fortement les taxes sur le tabac, vu la répartition sociale des consommations, d'une certaine manière, on pénalise les populations les plus fragiles qui fument, y compris sur la question de leur pouvoir d'achat. Et cette pénalité liée aux taxes et aux prix ne doit être contrebalancée par des actions d'accompagnement, notamment des plus fragiles, pour qu'elles aient aussi une aide repérable, facile, s'ils le souhaitent, accompagnés par des professionnels qualifiés. C'est tout le rôle de la Coréade et des lieux de santé sans tabac, pour que ces personnes puissent être accompagnées dans ce qui est une épreuve en réalité. Et le troisième axe, c'est amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, en lien avec ce que je viens de dire. Et pour cela, un certain nombre d'actions auprès des acteurs de la Dicto, auprès des acteurs qui s'occupent qui accompagnent les populations fragiles pour mener des actions d'aide à l'arrêt. En Nouvelle-Aquitaine, depuis 2018, 92 projets ont été soutenus via le Fonds de lutte contre les addictions, qui est, vous le savez, en fait sur la partie des taxes qui génère des recettes, une partie est réaffectée à un Fonds national de lutte contre les addictions, dans environ 100 millions d'euros par an. Et donc une partie de ce fonds sert à financer les traitements de substitution nicotinique et les actions de l'assurance maladie, mais sert aussi à financer des actions de prévention sur le terrain. Et donc les agences régionales de santé disposent d'un budget annuel pour l'ARS qui est maintenant annuellement de 2,7 millions d'euros pour accompagner et mener des projets, notamment les lieux de santé sans tabac, les établissements de santé, mais aussi les associations et les professionnels du premier recours. Et sans rentrer dans le détail de tout cela, puisqu'avec Cécilia Maître, on organise
on organisera en décembre, alors j'ai plus la date exacte, je m'en excuse, un webinaire sur le fonds de lutte contre les addictions, le 2 décembre peut-être, je ne sais plus. Voilà, on fera vraiment le point sur où on en est du fonds de lutte contre les addictions, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de perspective, aujourd'hui, par rapport à ces crédits, qui sont finalement notre bras armé pour accompagner cette politique, dont on peut dire qu'elle est financée, ce qui est quand même pas toujours le cas en santé publique, mais là, il y a des financements importants et pluriannuels pour mener des actions. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on arrive à la 4e année de financement du fonds, donc on va regarder les projets qui sont menés depuis 2018 pour voir lesquels peuvent être prolongés, parce que depuis 3 ans, ils fonctionnent et ils ont un intérêt pour les populations accompagnées. Donc ça va être le premier axe. Le deuxième axe, qui est très attendu aussi au niveau du plan national de lutte contre le tabac, c'est que les établissements de santé s'engagent encore plus massivement dans la démarche lieu de santé sans tabac, notamment les établissements prioritaires qui ont une activité en cancérologie ou en gynécologie maternité, que ces établissements-là s'engagent dans la démarche lieu de santé sans tabac et montent en compétence sur leurs actions. Alors je rentre pas dans le détail de la démarche de santé sans tabac, mais finalement c'est une démarche globale au sein d'un établissement pour que systématiquement la question du tabac soit investiguée, soit questionnée, soit dénormalisée et que ce soit pas un comportement qui ne soit pas pris en compte dans le parcours de soins et de santé des personnes. Le troisième axe, c'est le soutien aux consultations jeunes consommateurs, notamment dans la mesure où elles auront des projets de prévention et d'aller vers les jeunes de leur territoire. Le quatrième axe, c'est qu'on le constate au bout de 4 ans, le fonctionnement par appel à projet et financement fait qu'il y a des territoires qui ont été relativement bien soutenus et d'autres qui l'ont été moins, parce que les appels à projets, voilà, il y a des territoires où il y a eu beaucoup de projets déposés et d'autres où il y a eu moins de projets déposés. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu à ce stade un effet correcteur pour que des départements où il y ait peu d'actions puissent en mener un certain nombre. Et le 5e axe, c'est bénéficier d'une structure régionale pour le déploiement et le suivi des actions du fonds de lutte contre les addictions. Bon, ça a l'air d'être un peu une question interne, mais c'est important d'avoir, si on souhaite une mobilisation la plus large possible d'acteurs, il faut qu'on ait aussi les moyens de mener cette politique et là-dessus, des propositions sont en cours. Et le dernier point, bien sûr, c'est de travailler en partenariat sur des projets le plus possible avec l'assurance maladie, avec l'éducation nationale, avec la MILDECA, pour que y ait une cohérence dans les actions engagées, si une stratégie partagée au sein des établissements scolaires, mais même au-delà. Et ça, c'est quelque chose qu'on avance, puisqu'on a, là j'avais l'infirmier conseiller technique du recteur de Bordeaux hier qui m'annonçait que le rectorat était tout à fait partant pour aller dans cette gouvernance qu'on va installer là d'ici la fin d'année. Pour conclure, on peut souligner dans la région Nouvelle-Aquitaine vraiment la dynamique des acteurs, et je pense que votre présence aujourd'hui en témoigne. Déjà autour du mois sans tabac, depuis plusieurs années, c'est la 6e édition maintenant, mais on est toujours sur le podium ou sur la première marche du nombre d'acteurs mobilisés. Le mois sans tabac, ça a la puissance d'une campagne de marketing social national qui est présente à la télévision, qui utilise tous les outils modernes du marketing social et des réseaux sociaux, mais c'est aussi surtout de la présence humaine sur le territoire, des actions à la rencontre des gens, c'est aussi là que se jouent les choses, et je pense que c'est ça le succès de ce type de campagne, d'avoir à la fois des signaux qui sont envoyés du niveau national et des médias, et quand on va dans un établissement, quand on va sur un lieu de vie, on rencontre aussi des gens qui viennent vous parler de l'arrêt du tabac. Mais au-delà du mois sans tabac, il y a d'autres déploiements de projets structurants. J'ai parlé des lieux de santé sans tabac. Vont être présentés les lieux d'accueil sans tabac portés par la Coréade, où on fonde beaucoup d'espoir sur une plus grande mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé sur les questions de repérage et d'intervention auprès des fumeurs. On voit aussi encore tous les dispositifs de compétences psychosociales avec le déploiement d'Unplugged qu'on espère déployer
finir de déployer sur l'ensemble de la région, puisqu'il couvre déjà plus de la moitié des départements. Ça a été un peu freiné par les conditions d'accès aux établissements scolaires pendant la crise, mais maintenant ça reprend avec le soutien de la Fédération Addiction. Donc voilà, et l'enjeu, encore une fois, je conclurai là-dessus, c'est que cette dynamique de mobilisation des acteurs en région, c'est un point d'appui précieux, mais je pense que c'est le cœur de l'enjeu et ce qu'on doit accompagner pour éviter ou retarder les entrées dans les consommations de tabac et accompagner les personnes qui ont des difficultés à arrêter, bien sûr, notamment les plus fragiles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie.